Bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire dédié au métier de commercial export proposé par Territoire Apprenant Pays de Vannes en partenariat avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan. Nous sommes donc Séverine Merlet, je suis la directrice du développement économique de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et Charlène Paul Bontade qui va se présenter. Nous aurons le plaisir d'animer ce webinaire. Donc, je suis Charlène Paul Bontade, directrice déléguée de l'école MBWay et je suis ravie de co-animer avec Séverine Merlet donc, ce webinaire. Donc, nous serons ensemble environ 40-45 minutes. Nous allons proposer donc aux personnes qui sont autour de nous de se présenter, sans oublier bien entendu Christophe Amonique qui est le directeur de Territoire Apprenant Pays de Vannes qui va assurer la technique pour ce webinaire. Donc, je passe la parole à Thierry Plaguet dans un premier temps pour qu'il se présente. Bienvenue Thierry. Bonjour, je suis Thierry Plaguet, donc je suis le dirigeant de l'entreprise Guartex. Nous sommes basés à Sarzeau et nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de protections textiles. Jean Côme peut-être dans la suite. Bonjour à tous, donc moi je suis Jean Côme Mazière, je suis en VIE, volontaire international entreprise pour Guartex et je suis basé à Chicago, aux États-Unis. Guy, s'il vous plaît. Moi, je suis Guy Clément, je suis directeur commercial de la société Welding Alloys France, qui est basée à Colmar en Alsace, mais mon bureau est à côté de Vannes. Et nous, on intervient dans l'industrie lourde, que sont les cimenteries, sidérurgie, mines à travers le monde. Et j'ai été commercial export pendant 10 ans avant de prendre les fonctions de directeur commercial. Très bien. Et nous avons aussi la chance d'avoir Enzo avec nous, qui est donc étudiant, donc qui va nous présenter un petit peu qui il est. Bonjour, moi je suis Enzo Burel, je suis étudiant en Bachelor Business Manager sur le campus de Vannes. Et puis j'ai pour projet d'aller en Master International Business, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, merci Enzo. Le déroulé de cette séance va être dédié à plusieurs temps forts. Le premier concernera les éléments de contexte sur l'export en Bretagne. Ensuite, Charlène abordera les questions des formations qui pourront être, ou qui sont actuellement dispensées ou qui permettent d'accéder au métier de commercial export. Et bien entendu, nous laisserons la part belle au témoignage de nos trois, on va dire, chefs d'entreprise ou responsables d'export pour justement un petit jeu de questions-réponses. Donc, je commence directement sur donc la partie export de la Bretagne. Alors, vous savez qu'on est en Bretagne une terre d'exportation, bien que les situations du Covid, évidemment, aient marqué un petit pas l'année dernière, en 2020. On reste quand même dans un territoire qui est très dynamique en la matière. Même si ça ne représente que 2,4% des exportations nationales. Alors, on a plusieurs secteurs d'activité qui sont prépondérants en matière de développement international, en particulier les IAA et les industries agroalimentaires, pardon. Évidemment, vous douterez bien que ce sont les industries les plus facilement identifiables au niveau de la Bretagne. Les industries pharmaceutiques aussi, tout ce qui concerne le chimique, le parfum, les cosmétiques. Évidemment aussi l'industrie technologique que peut représenter également Guartex, et puis tout ce qui tourne autour de l'électronique et de l'optique. L'international en Bretagne, c'est un secteur d'activité ou en tout cas un domaine d'activité qui concerne tous les typologies d'entreprises, des TPE aux PME aux grands groupes. Et les secteurs sur lesquels se développent davantage les entreprises, c'est bien entendu principalement l'Europe, qui est un marché très très fort pour l'exportation. Mais on a également des entreprises qui se développent beaucoup à l'international vers les États-Unis, comme peut en témoigner Guartex ce soir, mais également la Chine ou les pays autour de l'Amérique latine. Par contre, la structuration de l'export au niveau de la Bretagne est plutôt concentrée autour d'entreprises qui relèvent du commerce. Donc, ce ne sont pas uniquement les industries lourdes qui travaillent à l'international.
Pour faire un petit parallèle avec ce que va dire tout à l'heure Charlène, en ce qui concerne les formations et surtout la fonction internationale, elle n'est pas très développée naturellement dans les entreprises bretonnes, puisque en général, on a une personne qui est dédiée à 50% de son temps. Donc, c'est vraiment un enjeu stratégique de l'entreprise d'aller à l'international. Quand elle met les moyens derrière, il y a ensuite des possibilités de développement intéressants. Et puis, les deux derniers points que je voulais évoquer, c'était les petits freins quand même qui existent à l'international. En l'occurrence, c'est la compétence, ou en tout cas les compétences qui ne sont pas nécessairement en interne, donc il faut en trouver à l'externe. En l'occurrence, les VIE peuvent être un outil intéressant. Et pour votre information, pour vous les internautes qui verrez ce webinaire, on est la seule agglomération de Bretagne, donc Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, à avoir mis en place un pass VIE export pour permettre aux entreprises justement du territoire d'aller à l'international via ce levier. Et d'ailleurs, Thierry Plaguet pourra nous éclairer tout à l'heure sur l'importance de la préparation du recrutement d'un VIE pour une entreprise qui veut aller à l'international via ce biais-là. Voilà, donc je passe la parole à Charlène maintenant, qui pourra vous parler des formations qui sont dispensées en la matière. Merci Séverine. Alors en effet, sur notre territoire, le golfe du Morbihan, Vannes Agglo, il y a, pour devenir export, naturellement, il semble assez évident qu'il faille effectuer un parcours dans le domaine du commerce international. Et vous aurez sur le territoire différents organismes de formation qui vont vous proposer différents parcours. Alors, il existe en effet donc différentes voies d'accès pour vous former au métier du commercial export. Vous pourrez tout d'abord, après votre bac, vous pourrez prétendre à un diplôme universitaire et ou encore à un titre professionnel. Vous pourrez ainsi, par exemple, privilégier un BTS commerce international et poursuivre sur un bac+3 avec une licence professionnelle assistant commercial export ou encore faire comme Enzo un bachelor business international en troisième année. Ensuite, vous pourrez faire le choix de poursuivre vos études en bac+4 et 5 avec un master ou un MBA en commerce international ou sur une autre spécialité à vocation toujours internationale, en achat international ou encore affaires internationales. Vous pourrez aussi, par ailleurs, faire une licence en langues étrangères appliquées, LEA, à l'université, suivie d'un master professionnel en école de commerce ou encore un bachelor universitaire technologique, les nouveaux BUT, techniques de commercialisation. Tous ces parcours de formation vous donneront un bagage solide pour pouvoir ensuite prétendre et réussir les missions qui vous seront confiées dans le cadre de ce métier. Donc voilà, à l'université, à l'Institut universitaire de technologie ou encore en école de commerce, il s'agit avant tout, bien sûr, de bien vous renseigner sur les parcours possibles afin de choisir la bonne formation qui correspondra à votre projet. Et c'est là l'élément essentiel. À savoir en parallèle que les parcours de formation que je viens d'évoquer et qui sont loin d'être une liste exhaustive des formations qui sont proposées sur le territoire, vous aurez également le choix de réaliser votre parcours en privilégiant la voie de l'alternance. Aujourd'hui, la voie de l'alternance, elle prend différentes formes. Vous pourrez partir sur un contrat d'apprentissage. L'offre de formation à ce niveau-là sur le territoire est largement déployée, ou en contrat de professionnalisation, c'est aussi possible. Les parcours de formation sont aussi possibles en formation initiale et en général, ce type de formation comprend des périodes de stage plus ou moins longues. Voilà, donc contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation ou la voie de l'initiale sont des parcours, des chemins que vous pouvez prendre et qui vous mèneront, je l'espère, au métier de commercial d'export. Merci Charlène pour ce panorama donc des formations disponibles sur le territoire de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération. Pour nous éclairer, nous proposons de vous diffuser une courte interview d'Antonin, qui est donc commercial export pour l'entreprise Le Minor, une entreprise bretonne de textile et qui commerce à l'international. Voilà, donc je vous propose de visionner cette vidéo maintenant. Bonjour, je m'appelle Antonin, j'ai 28 ans et je suis responsable export chez Le Minor. Mon travail au sein de l'entreprise Le Minor se décompose en 3 principales activités. La première qui consiste en la gestion d'un portefeuille de clients, donc principalement en Asie, principalement des Japonais. La seconde partie de mon activité donc, se résume par la recherche de nouveaux marchés, donc le développement de la marque à l'export, aussi bien en Asie, là on est déjà présent, en Europe ou encore en Amérique du Nord.
et donc de réaliser les voyages qui vont avec. Et enfin, j'ai une activité assez importante qui consiste en avoir un lien constant avec la production, donc à Guidel, l'usine, pour m'assurer que toutes les commandes que nous avons passées avec nos clients seront bien livrées et prêtes en temps et en heure. Ce qui me plaît beaucoup dans mon activité au sein de Luminor, c'est que je trouve avoir un poste qui est assez complet dans la mesure où j'y trouve du contact humain, du relationnel avec toute la partie commerciale, relancer les clients, également travailler avec tous mes collègues. On est quand même une 50aine de personnes, donc c'est très enrichissant sur le plan humain. À côté de ça, j'ai aussi toute l'activité de développement export et donc de recherche de nouveaux marchés qui me permet de prendre un peu plus de recul, de monter des dossiers, de faire des études de marché, donc d'avoir des projets plus sur la durée, à moyen terme, qui sont un peu plus en prise de recul et en travail de fond. Et à côté de ça, on a l'outil de production que nous avons chez Luminor, donc notre usine, qui nous permet d'avoir toujours les mains dans le cambouis, d'être dans le concret, dans le réel, de devoir en permanence penser à tous les problèmes que l'on peut avoir et essayer de trouver des solutions sur chacune des commandes pour lesquelles on peut avoir des problèmes, et ce qui permet de donner vraiment du vivant à ce poste, tout en ayant un peu de moment pour soi, pour la réflexion, et aussi voilà, de l'humain, du relationnel. Donc, je souhaite maintenant donner la parole à nos professionnels qui ont accepté donc d'être avec nous ce soir. Peut-être une première question à destination de Thierry Plaguet. Pour vous, Thierry, quelle est l'importance d'avoir un développement international dans votre stratégie d'entreprise ? Nous avons développé un produit qui s'appelle Canvas Light, qui est un luminaire textile. Nous l'avons développé dans le cadre d'une intégration pour une application dans le domaine du nautisme de plaisance. Il s'avère que pour amortir ce développement, le marché français étant trop petit, il nous fallait aller voir à l'export. Nous avons présenté ce produit lors du salon du METS à Amsterdam. Le produit a été primé et lors de ce salon, nous sommes aperçus que c'était le continent nord-américain qui était le plus intéressé, et surtout, ils ont un potentiel qui, dans le domaine du nautisme, était vraiment énorme pour nous. Donc, nous avons décidé d'aller nous installer aux États-Unis pour pouvoir développer ce produit. Très bien. Thierry, merci pour ce témoignage. On peut peut-être relancer l'information, en tout cas le lien avec l'international dans une stratégie d'entreprise, avec Guy Clément qui pourra nous éclairer aussi dans le cheminement qu'a pu avoir son entreprise vis-à-vis de l'international, puisque c'est un enjeu aussi pour l'industrie lourde aujourd'hui. Tout à fait. En fait, comme l'intervenant précédent, Thierry, nous, le secteur France métropolitaine devenait un peu petit, puisqu'on est dans l'industrie lourde et avec pas disparition, mais la diminution en fait, de la sidérurgie, de la cimenterie, etc., dans le secteur France, on a dû aller voir ailleurs. Et d'abord, ailleurs, ça a été l'Europe, et après, le grand international, dont l'Afrique, l'Asie. Et pour nous, c'est vraiment aujourd'hui le cœur de notre développement, puisque ça représente les 3/4 de nos activités. Donc, sans l'export, en fait, je pense que Welding Alloys France ne serait pas la même que ce qu'elle est aujourd'hui, on fait en gros 25-30 millions d'euros de chiffre d'affaires et les 3/4 sont faits à l'export. D'accord. Merci. Peut-être Kenzo peut rebondir à ce sujet-là, puisqu'il s'oriente vers une carrière à l'international et donc le choix de ses études, évidemment, est orienté vers cet objectif. Est-ce que vous avez peut-être une question sur ce qui amène à ce métier? Quelle est la formation qui est nécessaire? Enzo, je vous laisse peut-être poser une question à ce sujet. Oui, justement, je me demandais quelles étaient les qualités nécessaires pour être commercial export. Peut-être que Jean Côme peut nous éclairer. Chicago. Exactement, ouais. Donc, je dirais, moi, qu'il y a une formation que vous n'avez pas citée, Charlène, mais je vais la citer pour vous. Moi, je suis arrivé à ce poste-là, mais en passant par une école d'ingénieur. Donc, initialement, j'ai fait une école d'ingénieur à Tarbes, avec plusieurs stages qui étaient tournés techniques dans l'aéronautique. Et finalement, j'ai orienté ma carrière plus vers un métier hybride avec Gartex. Aujourd'hui, donc, j'étais parti dans une mission qui était plus technique et de support aux États-Unis, donc pour un peu aider nos prospects et intégrer notre innovation, Canvas Light, chez ces personnes-là. Et aujourd'hui, mon métier est plus hybride et je suis en partie responsable de la prospection
et de toutes ces activités commerciales en plus de mon poste d'ingénieur technique aux États-Unis. Peut-être que Guy peut nous éclairer aussi sur les évolutions et de son métier par rapport à la présentation qui a été faite initialement sur le fait qu'aujourd'hui, directeur commercial export, alors que c'était évidemment une orientation de l'entreprise, mais ça a été conforté encore par des besoins de relever des challenges. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Par rapport aux compétences nécessaires, je dirais que la première, c'est celle d'intrapreneur. Alors, intrapreneur, c'est gérer sa propre entreprise au sein d'une entreprise, si je peux. Enfin, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on est à l'export, on est seul. On arrive sur le tarmac de l'aéroport de destination et tout a changé, en fait. L'horaire, la température, la culture. Donc, il faut être autonome, intrapreneur. Il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle puisque rien n'est pareil. Et il faut être stratège parce que la stratégie en fait va changer en gros avec les continents sur lesquels on se trouve. On ne deal pas de la même façon en Afrique qu'on deal en Asie ou qu'on deal en Belgique. Voilà, donc être un caméléon et être intrapreneur, ça c'est deux qualités principales. Après, ce qui m'a conduit à devenir, au départ, passer de commercial à commercial export, c'était un besoin pour l'entreprise, mais je me suis très vite pris au jeu parce que j'aime beaucoup les challenges et donc il faut aimer les challenges parce que les challenges à export sont beaucoup plus gros que les challenges qu'on peut vivre en métropole. Donc, c'est le goût du challenge et cette adaptation nécessaire et ce côté intrapreneur. Donc voilà, et après je me suis formé petit à petit, d'abord par les langues, parce que j'étais comme un bon français étudiant sorti des études dans les années 90, avec un anglais qui était vraiment très bas. Et donc il a fallu se mettre à l'anglais, il a fallu aussi apprendre les différentes cultures, et puis j'ai coiffé tout cela, en fait tout ce parcours, par un master en manager du développement commercial. Donc en fait tout ça m'a mené à faire ça. Donc je conseille vraiment à tout le monde, c'est une vraie aventure et sachez, il faudra être entrepreneur et vraiment être autonome. L'autonomie, c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour le métier de commercial export. Autonome et multifonction, si j'ai bien compris, par rapport à l'expérience de Jean Côme. Autre sujet peut-être qui pourra éclairer les personnes qui visionneront ou qui visionnent déjà notre échange. Le quotidien en fait de votre métier, peut-être que Jean Côme peut nous donner quelques exemples de sa vie à Chicago et de son quotidien. Alors aujourd'hui de commercial export au regard de l'évolution aussi des besoins sur place, pour qu'on puisse mieux comprendre aussi comment il faut s'adapter et être ce caméléon que Guy vient d'évoquer. Bien sûr. Donc, ma mission aujourd'hui, je dirais qu'elle se segmente en deux parties, à savoir la partie donc, commerciale, un petit peu commerce-export, et la partie ingénierie. Donc, si je résume un petit peu commercial-export, on va être dans des activités de prospection, des études de marché potentiel pour l'innovation, parce que finalement, on arrive aux États-Unis avec une idée, par exemple, si je prends mon exemple, mais finalement, peut-être que le marché vers lequel notre innovation ou le produit de notre entreprise va marcher, c'est peut-être pas du tout là où on vise en arrivant. Donc, il faut être vraiment très ouvert et du coup, connaître la culture, comme Guy l'a présenté. Il faut vraiment s'intéresser et essayer donc de chercher pour aller plus loin et un peu pousser ces barrières. Le reste du temps, c'est des entretiens, des relations et visites des existants. Donc, aux États-Unis particulièrement, c'est très important de se construire un réseau. Donc, il faut vraiment être très sociable à la recherche des connexions. Il faut avoir des compétences en marketing aussi et essayer de comprendre le marché et de pouvoir un petit peu toucher ce nouveau marché avec des outils marketing qui ne sont pas forcément ceux qu'on utilise en France et en métropole, mais plus qui vont convaincre les gens à l'export. Et il faut aussi donc travailler avec ces leads pour créer des plans de collaboration et un petit peu pousser les projets dans le long terme. D'accord, très bien. Merci pour cet éclairage. Et on se rend compte que la culture des affaires est aussi un élément important puisque, comme le disait Guy tout à l'heure, on ne va pas en Afrique commercer de la même façon qu'on peut commercer en Asie ou ailleurs. Par rapport aux conditions d'exercice, Thierry, peut-être nous éclairer aussi sur vos attentes en tant que chef d'entreprise qui a un VIE aux États-Unis, quelles sont vos exigences où il y a un lien de confiance évidemment qui existe très fort avec votre VIE, avec Jean Côme, mais il y a aussi des attentes par rapport peut-être à votre activité, à comment le produit est perçu aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, comment les conditions d'exercice de Jean Côme correspondent aussi à vos attentes?
Alors, pour un chef d'entreprise, l'attente, elle est très claire. Hein. L'attente, c'est de gagner. Donc, il y a pas, à part celle-ci, je dirais, il y en a pas d'autres. On a un objectif. L'objectif, c'est de réussir et on se doit d'être tourné uniquement vers cet objectif. Et donc, la nécessité, surtout en cette période, hein, de s'adapter en permanence pour pouvoir atteindre cet objectif. Puisqu'en fait, nous n'avons qu'un objectif, c'est de gagner. Et c'est ce qu'on va se demander à une personne qui est à l'exportation, puisqu'une personne qu'on envoie, nous, dans notre cas, aux États-Unis, c'est un aventurier. Il est là-bas dans la jungle avec son coupe-coupe et il doit faire un sentier, mais il ne doit pas faire un sentier pour avancer, il doit faire un sentier pour trouver et pour gagner. C'est ce que je lui demande. Point. Et Jean-Côme, alors du coup, comment ça se passe concrètement, vos horaires de travail? Il y a plusieurs fuseaux horaires aux États-Unis. Comment vous gérez ça? Ouais, donc, au niveau des horaires, je dirais qu'en tant que commercial export, c'est très compliqué de vouloir fixer les horaires qu'on va avoir chaque semaine ou bien les plages horaires dans lesquelles on va travailler. Donc, effectivement, il y a 4 fuseaux horaires sur le sol américain, ce qui veut dire que si il est 7 heures à New York et que quelqu'un veut vous appeler de Californie, chez lui, il est 4 heures. Donc, il faut être assez flexible sur quand répondre, quand parler à ses clients. À l'inverse, si vous êtes en Californie, à 4 heures du matin, quelqu'un peut vous appeler. Donc, il faut être assez flexible. Pareil pour les déplacements. C'est aux États-Unis, c'est un grand continent, c'est pas la France. Donc finalement, si je résume, dans les dernières semaines, j'ai été en Utah, dans le Colorado, dans le Michigan, dans le Wisconsin, dans l'Indiana. Semaine prochaine, je pars. Voilà, donc c'est vraiment, ça bouge beaucoup. C'est ça, il faut vraiment être prêt à se déplacer, être flexible sur ces dates et ainsi de suite. Et donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, notre activité est en train de grandir petit à petit et donc cette flexibilité et cette volonté de gagner, d'adaptation nous permet de rencontrer beaucoup de personnes et beaucoup de nouveaux leads. Le travail de terrain, c'est ce qui est prépondérant en fait dans le développement international. Donc, je pense que Guy pourrait aussi nous donner un petit peu le temps qu'il passe dans les avions, la matière qu'il récolte aussi par ces échanges. Alors, aujourd'hui, on est dans une période un peu plus compliquée en termes de crise sanitaire. Ceci étant dit, je vois que vous êtes tous les trois toujours orientés vers l'international. Donc, Guy, peut-être nous donner quelques éléments sur le quotidien en fait d'un commercial export chez Welding Alloys. Ouais, que ce soit Welding Alloys ou d'autres métiers. Ouais, on discute beaucoup. Je discute beaucoup avec des confrères. On passe 50% de notre temps à l'export. Ça ne veut pas dire 50% du temps chez les clients, puisqu'il y a des gros temps de voyage entre les trains, les avions, le décalage horaire qu'il faut avaler. Et puis 50% du temps au bureau, où là, c'est le traitement des affaires, c'est la préparation future des tournées. Et comme le disait notre ami de Chicago, excusez-moi, je n'ai pas son prénom en tête, il faut s'adapter. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des Australiens ou des Calédoniens qui m'appellent, il peut être 3 heures du matin, il peut être 5 heures du matin. Donc, il faut bien se caler, il faut bien dire aux gens, on s'appelle de tel… En fait, il faut être très organisé, très flexible. Et puis, oublier en fait le métro boulot dodo, 8h, midi, 14h, 18h, ça n'existe plus. Et on peut atterrir un samedi matin à Charles de Gaulle et repartir un dimanche soir. Voilà, il y a des contraintes, mais il y a beaucoup. Moi, je conseille à tout le monde d'aller vers l'export, en fait, c'est génial. Du coup, Enzo, ça vous convainc encore de poursuivre dans ce domaine d'activité? Ouais, en tout cas, vos études vous orienteront… Ça confirme ce que je pensais. D'accord. C'est ça, mes études, de toute façon, elles sont orientées vers l'international et moi, plus tard, j'ai envie d'aller vers l'export, donc ça me conforte dans mon choix. D'accord. Alors, par contre, il y a un sujet qu'aucun d'entre vous n'a abordé. Pardon, Charlène, excusez-moi. Non, je t'en prie. Le sujet du salaire, est-ce que justement c'est un domaine qui est assez rémunérateur ou est-ce qu'il faut faire ses preuves, évidemment, comme tout secteur d'activité ou en tout cas tout métier? Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut témoigner en premier, peut-être Guy, puisque la parole a été plutôt donnée à Thierry tout à l'heure. En fait, il y a des grilles salariales en fait, entre entreprises, en fait, entre corporations, puisque on embauche tous des candidats de même niveau et on essaye d'être dans la fourchette de prix pour pouvoir les embaucher. Donc, je dirais qu'un commercial junior qui est orienté vers le commerce international, donc là, je parle des gens qui vont aller en Asie, aux Amériques, en Afrique, au départ, il va se situer entre 50 et 60 000 euros par an.
pour atteindre, au bout de 3, 4, 5 ans, en fonction des résultats, il peut monter à 80 000 et après, il y a plus vraiment de plafond. Il y a toujours un plafond. Mais je veux dire, entre 55 et 80, ça se fait assez rapidement si on a les bons résultats. Comme disait notre chef d'entreprise, on y va pour gagner. Donc, s'il gagne, il peut très vite gagner sa vie. Coenso, c'est bankable, le VIE? Pardon. Jean Com. J'ai dit Enzo et je pensais Jean Com, pardon. Bah, le VIE, les salaires sont affichés, hein, donc il y a un barème qui est défini en fonction de la zone géographique où vous vous situez. Donc, nous, actuellement, en mission à Chicago, on est environ à 3 000 € par mois. Donc, c'est très suffisant pour vivre aux États-Unis sans dépenser à outrance. Et voilà. Et donc, non, c'est très intéressant. Déjà, en tant que VIE, on a un bon salaire. Bon, après, il faut faire, tout est relatif, hein. Les États-Unis sont quand même plus chers en règle générale. Hein. Une colocation pour une personne, ça va être $900 à Chicago. Donc, tout est en VIE, tout est relatif à où vous trouvez. Hein. Les barèmes sont fixés justement pour ça. Tout est proportionnel au niveau de vie du pays dans lequel se trouve le VIE et aussi des barèmes que CiviWeb a mis en place, j'imagine, avant votre recrutement. Du coup, ça n'a pas été un frein pour vous, Thierry, le fait d'avoir justement cette contrainte salariale imposée pour votre développement, sachant qu'il y a quand même eu des aides pour accompagner ce développement international. Alors, moi, je fais tourner la chose autrement. Le salaire, ça n'a jamais été une contrainte si on gagne. Là, il n'y a pas encore une fois, c'est la base. Hein. Je reviens toujours à ça. Donc, nous, le contexte est un peu particulier puisque pour aller aux États-Unis, nous avons choisi, donc nous avons créé une filiale à Chicago et nous avons choisi dans un premier temps d'y mettre une personne avec un statut de VIE. Alors, pourquoi le statut de VIE? Parce que ça me paraissait tomber sous le bon sens. Sachant que quand on va à l'export, ça coûte quand même de l'argent. Donc, le fait de dire limiter les risques, je ne sais pas si le VIE, ça limite les risques ou pas, mais je me suis dit, si on trouve quelqu'un de motivé et de performant, c'est certainement, en tout cas, pour aller défricher, je parle de défrichage tout à l'heure, pour moi, en tout cas, je ne regrette pas aujourd'hui ce choix-là et c'est une bonne option. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes accompagnés par Golfe du Morbihan Van Agglomération, avec le pass, je ne sais plus comment ça s'appelle, le pass VIE d'ailleurs. Voilà. Pass export VIE, oui, c'est ça. Voilà, le pass export VIE dans ce cadre-là, quoi. Et je me fais alors la voix de tous ces apprenants qui demain se projettent dans ce métier de commercial export, Golfe du Morbihan, territoire apprenant. Alors, quelles compétences il faut que je mette en avant aujourd'hui si face à vous, entreprises, entrepreneurs, quelles sont les compétences que vous allez rechercher? Alors, les compétences, elles sont simples. Guy l'a dit tout à l'heure. Moi, j'en cite simplement 3. La première chose, c'est il nous faut un compétiteur. Donc, je veux un compétiteur. Ça, c'est impératif. C'est l'envie de gagner et c'est l'envie de scorer. Deuxièmement, la personne doit être autonome puisque on envoie Jean Com. En plus, on l'a envoyé pour la petite histoire. Il est parti le lendemain du jour où Trump a fermé les frontières. Donc, il a pris quasiment le dernier avion pour aller là-bas. Et s'il n'avait pas pris cet avion-là, je l'aurais toujours dans les bras actuellement. Donc, je suis très content de l'avoir expédié. De toute façon, il s'est expédié tout seul puisqu'il est autonome. Et puis, le troisième point, c'est l'adaptabilité. Voilà. Pour moi, les 3 critères qui sont très importants à mes yeux. Guy, de ton côté, qu'est-ce que tu peux rebondir là-dessus? Là, je peux être que d'accord. D'ailleurs, c'est comme le disait Thierry, je l'avais dit avant. En fait, je rajouterais de l'intelligence émotionnelle. Il en faut déjà aujourd'hui. On en parle de plus en plus depuis le 21e siècle. Un commercial sans intelligence émotionnelle, aujourd'hui, ce n'est plus un commercial. Et il en faut encore plus à l'export, puisqu'il y a des changements de culture, des changements de langue, des changements de rythme, des changements de prise de décision aussi. Donc, visualiser le chemin pour prendre une commande, c'est aussi une capacité qu'on doit évaluer lors de l'entretien d'embauche. Ce n'est pas facile à faire. Par contre, c'est pour gagner là-bas, parce qu'on ne gagne pas de la même façon en Afrique que l'on gagne en Asie ou qu'on gagne en Belgique. C'est une certitude. Voilà. Et puis la gestion du stress, puisque du stress, on peut en avoir de différentes façons. Quand le téléphone sonne à 3 h du matin, on n'est pas obligé de répondre, hein, mais il est mieux de répondre. Ou quand ça sonne à 23 h,
Voilà, il faut pouvoir gérer son stress. Et on peut avoir des clients mécontents parce que il y a des conteneurs qui tombent à l'eau tous les jours, et donc des clients qui sur un port attendent le conteneur qui n'arrivera pas. Et donc ça arrive aussi. Donc gestion du stress, intelligence émotionnelle et surtout indépendance, quoi. Intrapreneur, vraiment. On représente l'entreprise, mais dans sa globalité. Donc voilà. Et un winner, quelqu'un qui est animé par le challenge. C'est donc dans les tests de persona des 4 couleurs, il nous faut un rouge vif. Voilà. Un rouge vif à l'export, il va bien vivre. Ce qui est intéressant, c'est que vous mettez beaucoup plus en avant les soft skills, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills et le savoir-être, que le savoir-faire qui finalement peut s'apprendre sur le terrain, encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. Et de plus en plus d'ailleurs. Simplement une petite réflexion sur ça. En fait, quand on a des CV sous les yeux, on a des personnes qui sortent d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur, peu importe. Donc, on peut toujours situer les écoles de commerce ou une école d'ingénieur. Mais globalement, on a des CV, ils sont tous sur la même ligne de départ. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est uniquement cet esprit de compétition, l'autonomie qui est montrée ou qu'on perçoit dans le CV, l'adaptabilité. Voilà, c'est ça qu'on va rechercher. Il y a un diplôme qui sanctionne une formation, on considère que ça, c'est acquis. Point final, on ne revient pas dessus. Par contre, c'est le reste. C'est là-dessus que se font les décisions, c'est pas ailleurs. D'accord, oui, c'est vrai. Jean, comme le VIE, c'était vraiment une opportunité ou c'était un élément dans votre parcours qui était identifié très tôt? Pour être honnête, moi, quand j'ai fait mon école d'ingénieur, j'étais plus tourné vers des jobs qui étaient dans l'aéronautique, dans des grosses structures. Et en fait, le VIE, c'était plus une opportunité un peu de pouvoir essayer de se démarquer dans une structure qui était plus à taille humaine. Et donc, le VIE, ça arrivait un petit peu dans un souhait de partir à l'étranger. C'était une option facile, qui était facile pour l'entreprise, mais pour nous aussi en sortant d'école. Donc, non, le VIE, c'était vraiment un choix à la sortie des études. Et vous représentez la France à l'étranger aussi en tant que VIE. Alors, il faut aussi donner une bonne image de la France à l'international. Je suis sûre que vous le faites sans problème aux États-Unis. Par contre, vous avez très peu parlé, alors à part Guy tout à l'heure, du potentiel langue. Est-ce qu'il est nécessaire? Alors là, évidemment, pour Jean Côme, vous êtes aux États-Unis, mais pour d'autres pays comme la Chine ou des pays où la langue, on va dire, originelle n'est pas l'anglais, est-ce que c'est un plus aussi pour un candidat d'avoir justement ce potentiel langue? Je ne sais pas qui veut témoigner, peut-être Thierry ou Guy à ce sujet-là. Alors, avec l'anglais, on s'en sort à peu près partout. Ce que j'ai remarqué, alors je ne dis pas que c'est une vérité, ce que j'ai remarqué, c'est que les pays limitrophes de la France, si je prends l'Espagne et l'Italie, ont un niveau d'anglais qui n'est pas meilleur que le nôtre. Donc, on peut se retrouver plus en difficulté en Espagne que l'on est dans d'autres pays du monde, par exemple. En Asie ou voilà, un Chinois, peut-être pas le Chinois de la rue, mais le Chinois qu'on va rencontrer en entreprise, il parle anglais, un anglais de bonne qualité. Maintenant, il y a toute une partie du grand export qui parle le français. C'est-à-dire que vous allez en Afrique, sur grande partie de l'Afrique, vous échangez dans la même langue, c'est vos mêmes fiches techniques, tout est pareil, avec une sensibilité à la France qui est quand même importante. Donc, la langue, oui, on fait attention à la langue. Après, des cours d'anglais, comme disait Charlène, on peut toujours apprendre, en fait. Moi, je suis arrivé à l'export, je parlais 3 mots d'anglais. Ça ne m'a pas gêné au départ, en fait. On arrive à bidouiller. Et voilà, après, il faut accélérer, mais on peut commencer l'export par des pays francophones et se perfectionner en anglais. Je dirais que l'anglais, déjà, ça, c'est bien. Après, si on fait anglais plus espagnol, alors là, on a un spectre qui est beaucoup plus large. Plus large, d'accord. D'ailleurs, c'est vrai que les entreprises qui démarrent à l'international, on leur conseille souvent d'abord aborder des pays dits francophones ou en tout cas dont la langue française est comprise, parce que ça permet déjà de tester ces marchés-là à l'international, de moins se faire peur.
Bon, Gartex a tout de suite pris le challenge à l'international parce que c'était aussi une opportunité, on va dire, de faire connaître via le MEX, ce que disait Thierry tout à l'heure, ce produit exceptionnel qu'est le Canvas Light au marché américain. Mais c'est clair que le démarrer par les pays francophones n'est pas un frein au développement international. Par contre, là, c'est peut-être plus Charlène qui sera à même de confirmer ce que je veux dire, mais c'est vrai que ne pas avoir l'anglais dans son cursus et vouloir aller à l'international, c'est presque contre-indiqué ou en tout cas contradictoire. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, il y a deux réalités. Il y a celle il y a quelques années où l'anglais, comme dit Clément, on peut bidouiller, aujourd'hui on s'en sort. Aujourd'hui, le message qui est quand même passé auprès des étudiants et qui est une réalité terrain, c'est que celui qui a l'anglais, qui maîtrise l'anglais, qui l'a dans la poche, il a une valeur ajoutée face à ce que disait Thierry tout à l'heure, face à 2 CV et face à peut-être à une personnalité. Il y a aussi le niveau d'anglais qui, je pense, compte. Bon, après, c'est… l'anglais est quand même au cœur, en tout cas sur les formations que je vous ai présentées tout à l'heure, l'anglais est quand même au cœur de chaque dispositif de formation. Avec des cours dispensés en langue anglaise également? Alors en effet, dans certains parcours de formation, il y a même une promesse de 40-60% du cours dispensé en anglais, voire 100% plus vous montez en études en bac plus 4 et 5, et plus vous aurez sans doute des parcours qui vous seront proposés en 100% en langue étrangère, notamment l'anglais sur notre territoire davantage. Voilà, oui, tout à fait. Et Enzo, du coup, vous êtes plutôt hispanophone ou germanophone, outre l'anglais? C'est plutôt hispanophone. J'ai pris espagnol avant. Donc, le monde est ouvert à vous, si je comprends bien. Guy a donné cette ouverture. On a beaucoup abordé donc le sujet, bien sûr, de la stratégie d'entreprise, des soft skills qu'il faut avoir, de l'adaptabilité. Est-ce que un parcours un peu atypique peut aussi trouver justement une place dans le développement international et notamment en tant que commercial export? Peut-être que Jean Côme peut encore venir conforter son témoignage par justement son parcours qui le destinait bien sûr à travailler dans des grands groupes, mais qui a quand même un pendant international assez marqué. Bien sûr. Donc, comme je disais, j'ai fait l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes dans une spécialité qui était mécanique industrielle avec matériaux, donc ça n'avait rien à voir avec le commerce international. Encore une fois, je dirais que une fois qu'on est sur le fait accompli et une fois qu'on est sur le terrain et qu'il va falloir s'adapter pour gagner, toute l'expérience que j'ai au niveau commerce-export, elle vient entièrement du terrain. Donc, je dirais que tout est possible avec juste l'envie d'apprendre et surtout de se tromper. Je dirais une soft skill qu'on n'a pas parlé, mais qui me semble pour moi être la plus importante, c'est la résilience. Et c'est savoir qu'aux États-Unis, le nombre de portes que j'ai pris dans la figure est assez énorme. Mais c'est pas grave, il faut juste continuer et puis il faut apprendre de ses erreurs. Chaque fois qu'on prend une porte, il faut se demander pourquoi on a pris cette porte-là et pourquoi est-ce qu'on peut passer par un autre chemin éventuellement pour arriver à conclure. Donc je dirais que tous les parcours sont bons, il faut juste avoir l'envie de pousser ses limites et d'un peu améliorer son savoir-faire ou ses connaissances ou juste son parcours. Très bien, merci. Et on a beaucoup aussi abordé la question de l'intelligence émotionnelle. Le stress, comment vous le vivez au quotidien, Guy ou Jean Côme, par rapport à justement des impératifs à la fois de marché, de clients? Vous avez des méthodes miracles à nous confier? En tout cas, si je parle juste pour moi actuellement, je dirais que ce qui fait que le stress, ça se gère très bien, c'est parce que je dirais que j'ai une passion un peu dans ce que je fais. Enfin, c'est vraiment important d'aimer ce qu'on fait parce que si on part sans avoir, voir le potentiel avec qui on travaille, aimer son entreprise et aimer ce qu'on fait, déjà on est mal parti. Moi, j'adore ce que je fais, donc des fois je me réveille avec une idée, je me dis c'est génial, donc j'ai pas le stress parce que je me dis juste c'est vraiment juste, ça fait partie de ma vie, c'est pas un boulot et une vie à côté, c'est les deux sont ensemble et c'est important pour moi pour gérer le stress d'avoir un métier qui me plaît. Merci.
Je crois que Jean-Côme a tout résumé en fait. C'est le stress qui fait partie de notre vie, qu'il soit privé ou professionnel, on le gère à peu près de la même façon. Des clients qui râlent, ça nous arrive. Nos conjoints, nos enfants râlent, ça arrive aussi. Et après, on le gère. Et il y a des techniques en fait de gestion du stress et techniques de gestion de l'insatisfaction d'un client. Voilà. Après, l'intelligence émotionnelle, la connaissance des cultures, des process de nos clients, en fait, ça aide à mieux le vivre. Et au final, on le vit bien. Mais je partage complètement ce que dit Jean-Com. Moi, le stress que j'ai, je trouve même qu'il est bénéfique, en fait. Il me va bien. Il est stimulant. Il est stimulant, tout à fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis allé à l'export. Et, Ouais. Très bien. Je poursuis avec peut-être une dernière question, Séverine. Bien Quelles sont les perspectives de carrière et d'évolution aujourd'hui? La question est posée aussi. Du coup, pour aller plus loin ensuite sur ce type de poste? Guy, peut-être? En fait, moi, j'ai commencé ma vie comme commercial, puis commercial export. Après, j'avais l'envie de manager des équipes. Donc déjà, en tant que commercial export, je gérais une équipe export. Et de directeur commercial export, je suis passé à directeur commercial tout court, en fait, de toutes les équipes. Donc, ça fait 5 ans maintenant. Donc, voilà, le parcours, je suis directeur commercial aujourd'hui. J'aurais pu postuler à un poste de direction générale, ce qui ne, j'ai pas trouvé d'intérêt, en fait, puisque je suis plutôt, je suis complètement tourné vers l'opérationnel et vers le terrain. Et c'est ça qui est dans mon sang, dans mon ADN. Donc, je reste dans la fonction de direction commerciale. Mais voilà. Mais après, vous pouvez très bien finir votre carrière de commercial export, direction commerciale, directeur général. Enfin, il n'y a pas de limite. Après, comme disait Thierry, c'est le résultat, l'envie. Et est-ce qu'on a envie en plus d'évoluer en fait? Parce que déjà, commercial export, c'est chouette, quoi. Voilà, moi, je l'ai fait parce que je voulais manager. Donc après, si la personne veut rester un solitaire, entre guillemets, il peut rester commercial export toute sa vie parce que c'est un très beau métier. Et, voilà, moi, j'avais envie de manager, m'intéressait, donc j'ai voulu voir ce qu'il y avait ailleurs et j'ai repris des cours pour devenir manager. Merci. Si je peux poursuivre, donc moi, je me place uniquement dans le cadre du statut de Jean-Com, c'est-à-dire de VIE. Je voudrais simplement revenir sur le processus de recrutement d'un VIE qui me paraît extrêmement important, puisqu'en fait, on passe une annonce de VIE et on a énormément de candidatures de VIE. Il faut savoir que on a reçu à peu près 200 candidatures de VIE pour le poste proposé aux États-Unis. Donc, j'ai fait comme un recrutement normal, c'est-à-dire que j'ai pris une dizaine de jours pour sélectionner une dizaine de CV, donc les CV qui me paraissaient le plus intéressants. Et puis, au bout de 10 jours, quand j'ai rappelé les candidats en disant « Je vous annonce que j'ai sélectionné de votre CV », et bien, figurez-vous qu'il y en a déjà 7 qui avaient trouvé un VIE. Il en restait que 3. Et que donc j'ai fait venir les 3, j'ai vu les 3 et 48 heures ou 72 heures après, j'ai rappelé celui que j'avais sélectionné et il m'a dit non, j'ai trouvé autre chose. Donc vous voyez que ça peut aller très vite et sachant que les 190 que j'avais pas retenus, je vais pas dire qu'ils sont toujours en train de chercher, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que les personnes qui ont de la valeur sont très très vite repérées. Et comme ce sont des gens à qui on demande de l'adaptabilité, c'est des personnes qui sont capables de s'engager instantanément. Donc, l'entreprise aussi doit pouvoir s'engager instantanément. Donc, en fait, on a relancé, j'ai demandé à ce que l'annonce soit remontée en tête de liste. Donc là, j'ai eu des candidatures, dont la candidature de Jean Côme. Et ça s'est fait. On a appelé Jean Côme. Je dis, celui-là, il rentre dans les critères. On l'a appelé. Il est venu le lendemain, je pense, quelque chose comme ça, alors qu'il était en stage. Enfin, il s'est débrouillé. Il a tout. Bref, il était là. On a décidé. Il est venu. Ça s'est fait très, très vite. Et ce que je veux dire, c'est que si on postule pour un poste de VIE, il faut être prêt à décider tout de suite. Et il faut bien se mettre dans la tête que si jamais, au bout de plusieurs fois où on postule, on n'a pas de réponse ou c'est qu'il y a un problème sur le CV ou la présentation ou quelque chose comme ça, c'est qu'il y a un message qui passe pas. Et donc, le deuxième point, c'est pour moi, quelle est l'évolution après un poste VIE. Donc, bon, pour l'instant, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé avec Jean Côme, puisqu'entre guillemets, on est focalisé sur le score que l'on doit faire et l'amorçage du business Canvas Light aux États-Unis. Mais il est bien évident que pour moi, dans le cadre, à partir du moment où on prend un VIE,
C'est pas un VIE qui, dans quelques mois, à la fin de l'année, sera remplacé par un autre VIE. C'est un VIE pour, à partir du moment où on réussit, où on tend vers l'objectif qu'on s'est donné, eh bien, et si moi j'en ai la volonté et si Jean-Côme en a la volonté, bah, bien évidemment, je serais ravi de continuer. Et puis là, c'est-à-dire que Jean-Côme, je lui donne les clés du business, il les a déjà, mais je lui donne les clés du business aux États-Unis. Et s'il veut rester aux États-Unis, avec grand plaisir, quoi. Quand on a un avion de chasse, bah, on ne se sépare pas d'un avion de chasse, c'est évident, quoi. Jean-Côme, dites donc, c'est un hommage. En fait, on constate que c'est quand même l'agilité qui est le maître mot aussi dans le métier de commercial export, que ce soit via un recrutement de VIE ou via un parcours entre guillemets plus classique. Hein. Est-ce que Jean-Côme veut compléter peut-être ce que vient de dire Thierry par rapport aux perspectives d'évolution que vous voyez derrière cette mission en effet courte, puisqu'un VIE, c'est maximum 2 ans de toute façon. Donc, selon les cas, ça peut être moins aussi en fonction de ce qui a été prévu avec l'entreprise. Donc, c'est quand même un délai assez court pour se projeter, mais il y a l'après VIE qui doit être anticipé et qui soit conforte vos choix vers l'international, soit l'échange. En général, c'est assez rare quand même qu'un VIE ne veuille pas continuer une aventure internationale. Donc, je vous laisse le soin de nous le préciser. Je rejoins Thierry sur son discours par rapport à ça. Je dirais que quand on arrive en sortie d'école, on voit un VIE, on se dit c'est parfait, ce sera une très bonne expérience internationale, un bon investissement sur le CV. Et ça, c'est la première partie. Mais dans mon cas, j'étais plus tourné vers le potentiel d'un VIE pour la suite avec l'entreprise. Donc, Gartex, moi, j'ai beaucoup aimé parce que je voyais un potentiel de croissance fort. Donc, en fait, un VIE, c'est un moyen, si on s'investit beaucoup, si on veut faire une différence, éventuellement d'avoir la possibilité de rester à l'export et éventuellement de construire quelque chose et de vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Donc, je rejoins ça. Pour moi, le VIE, c'est un investissement dans le futur pour sa carrière dans la société avec laquelle on travaille ou parfois avec une société. Mais le choix appartient au VIE quand il part. Très bien. Est-ce qu'Enzo, vous avez peut-être des questions complémentaires par rapport à ce métier de commercial export, des précisions ou des choses qui n'ont pas été assez claires par rapport à ce que vous attendiez comme information de la part de nos professionnels? On a la chance d'en avoir aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Non, toutes les questions ont été abordées, toutes les questions que j'avais et tous les points sur lesquels j'avais des questions ont été abordés. Donc, pour moi, le webinaire a été complet. Charlène, peut-être d'autres. Pardon, excusez-moi. Charlène, peut-être d'autres points qu'on a. Non, je trouve que le dernier point que Jean-Côme précisait est extrêmement intéressant. Cette vision de se dire que finalement, le VIE, comme première ancrage entre l'entreprise, son projet d'expatrier finalement à long terme, à moyen long terme. Donc, ça, je trouvais votre remarque absolument pertinente et intéressante. Est-ce que Thierry ou Guy voulez compléter sur d'autres informations concernant le commercial export? Parce qu'on arrive bientôt au terme de notre webinaire. Je vais sortir du cadre du VIE, mais je rebondis complètement sur ce qu'a dit Thierry. Un candidat qui soit VIE ou pas VIE, quand on en tient un, alors déjà pour un poste de commercial en France, il faut déjà le tenir. Mais quand on en tient un qui est prêt à aller à l'export, qui a les compétences et qui est une pépite ou un avion de chasse, comme disait Thierry, il faut signer tout de suite, quoi. Ça, c'est clair. C'est le moment de négocier votre salaire, Jean-Côme. Il le fera. Il n'y a pas besoin de négocier, il le fait lui-même. Hein. Le futur. Oui, non, mais le futur, il le fera. Là, il n'y a pas de problème. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup vraiment de nous avoir éclairés. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les formations et les manières d'accéder au commerce international et notamment au métier de commercial export sont diverses, mais sont quand même tous les chemins ne mènent pas nécessairement à Rome, mais en tout cas tous les chemins peuvent mener à l'international. Donc n'hésitez pas pour les jeunes qui s'orientent vers ces métiers-là
à regarder toutes les possibilités, ne pas vous bloquer. C'est peut-être Charlène plus qui aurait pu dire cela, mais moi je le vois plutôt en tant que responsable du développement économique et au contact des entreprises au quotidien. Alors après, on connaît bien le métier maintenant, ou en tout cas on en connaît les contours. Comment se renseigner après ce webinaire sur ce métier et quelles sont les clés pour justement aborder toutes les questions qui n'ont pas pu être peut-être posées aujourd'hui. Peut-être que Christophe peut nous donner une information en ce sens. Oui, merci Séverine de me donner la parole. Donc, nos partenaires, en fin de compte, proposent deux outils pour permettre de continuer à se renseigner sur le métier, notamment de commercial export. Donc, dans un premier temps, les points accueil emploi de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, qui sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, les bilans de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences et actions ponctuelles vers l'emploi. Autre outil proposé également par notre partenaire Crédit Agricole, et donc là, je vais vous proposer une petite vidéo de présentation de cet outil proposé par le Crédit Agricole du Morbihan, outil qui s'appelle Useful. Donc, cette plateforme Useful proposée par le Crédit Agricole, qui connecte les jeunes et les entreprises qui recrutent, permet de garder le contact. Innovante, gratuite et ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs ou PME. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement. Les mettre également en relation avec des professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi. Les jeunes pourront également s'inscrire à des événements en local pour rencontrer les entreprises qui y recrutent. Donc voilà pour ces outils complémentaires à ce webinaire. Merci beaucoup Christophe. Je pense qu'on peut, avec Charlène, vraiment vous remercier pour votre participation, pour le temps consacré aussi justement à votre métier, à votre quotidien. On sait que vous êtes tous très chargés et que vous avez aussi, bien sûr, l'objectif de challenger régulièrement vos produits, votre entreprise à l'international. Et je pense que les jeunes qui vont pouvoir en profiter grâce à ce webinaire seront en connaissance de cause s'il faut s'orienter vers un métier à l'international, s'ils ont les qualités, on va dire, premières, intrinsèques pour y aller. Mais même s'ils les ont pas a priori, faut pas qu'ils aient peur, faut qu'ils se fassent violence parfois parce qu'on n'est pas tous des pros en langue étrangère et pour autant, on peut se former sur le tas. Je pense que Charlène et tous les établissements d'enseignement supérieur du territoire qui sont là pour former dans le cadre du territoire apprenant sont évidemment à votre disposition. Donc, à très bientôt pour un nouveau webinaire sur un autre métier avec Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan. Peut-être que Charlène veut dire un dernier mot. Je ne dis pas mieux. Merci Séverine. Merci à tous et puis bonne soirée encore
beau challenge, beaucoup de beaux challenges à relever à vous tous. Et puis, on espère que Enzo pourra convaincre aussi ses autres collègues ou amis.